Voilà, mesdames et messieurs, merci de nous rester fidèles. À la suite de l'entretien, nous vous retrouvons pour le duel de dimanche politique. Nos invités sont déjà en plateau. Je vais commencer par ma gauche, Moïse Moncho, qui nous vient du parti Les Démocrates. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Le plaisir est partagé. À ma droite, en face, Augustin Sodjinou. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, téléspectateurs de ETélé. Voilà, sur ce plateau, vous représentez l'Union progressiste, le Renouveau. Bien sûr. Voilà, deux sujets au cœur de nos discussions de ce matin. Le rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale, qui, vous le savez, à l'occasion de l'ouverture de cette deuxième session ordinaire, a été voté, du moins par les partis de la mouvance, on va dire de la mouvance de la majorité parlementaire, de la mouvance présidentielle, c'est selon, mais rejeté en bloc par le parti d'opposition, les démocrates. Alors la question, qu'est-ce qui cloche au niveau de ce rapport pour que le parti, les démocrates, s'en soit tenu à cette position? Est-ce de l'opposition tous azimuts ou il y a réellement des raisons qui sous-tendent cette position? Ce n'est pas la première, on doit le préciser. Donc je vais donner la parole à Moïse Moncho sur cette question pour démarrer. Mes chers compatriotes, et mes chers sodiaculteurs qu'on barricade en creusant des tranchées pour les empêcher de circuler librement et de vendre aux plus offrant leurs marchandises. Mes chers dialysés qu'on laisse mourir au CNHU parce que l'État a décidé de ne plus subventionner la dialyse. Nos chères mamans qu'on a déguerpies, qu'on continue de casser tout à l'heure en passant vers Cocotomain. J'ai vu la désolation sur le visage des dames. Cher peuple béninois terrorisé par la gouvernance de Patrice Talon. Le 8 janvier passé, vous nous aviez envoyé 8 députés à l'Assemblée nationale pour défendre votre cause. Certes, nous ne sommes pas majoritaires, mais nous allons faire du bruit. Nous allons tellement faire du bruit, comme si ça va retentir assez fort pour que ceux qui sont en face comprennent votre souffrance. Qu'est-ce qui fait le rejet du deuxième rapport du président de l'Assemblée nationale? Vous savez, on ne nous a pas envoyé, le peuple ne nous a pas envoyé à l'Assemblée nationale pour être un parlement muet, sourd et aveugle. Muet parce qu'ils ne veulent rien dire, les 81 députés nommés par la mouvance. Sourd aux pleurs, aux larmes, aux douleurs de la population. Et aveugle parce qu'ils ne voient pas tout ce qui se passe. Ils font semblant de ne pas voir ce qui se passe. Mais nous, nos 28, représentent, malgré cette minorité, valablement le peuple béninois. Et c'est face à ça, face à ce destin qu'ils sont pris, que le peuple les a confiés, qu'ils ont décidé de rejeter le deuxième rapport du président de l'Assemblée nationale. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que dès l'entame de la législature, nous avons déposé une loi d'amnistie générale. Mais je vous demande et je mets au défi le président de l'Assemblée nationale d'avoir permis que cette loi soit transmise à la commission des lois afin qu'elle vienne en plénière jusqu'à là 8 mois. Et la dernière fois, il y a un des leurs qui se permet le vilain plaisir de dire que tant qu'on ne retire pas cette loi, qu'on ne pourra pas faire libérer pour avoir un gain politique pour l'opposition. Vous savez, c'est triste d'entendre ce genre de choses. La deuxième raison, nous avons posé par le contrôle du Parlement
des questions orales et écrites au gouvernement, plus d'une cinquantaine. Aucune n'a été répondue. Et vous voulez que nous, on se lève pour valider un bilan d'étape de ce président de l'Assemblée nationale? Non. Nous ne sommes pas rentrés à l'Assemblée nationale pour devenir des aveugles, des sourds et des muets comme l'a été la 8e législature. La 9e est venue pour corriger le tir. Donc c'est pour ces deux raisons que vous avez opté pour le rejet. Exactement. D'accord. Augustin Soudjim. En écoutant M. Mochor, j'ai pensé un instant que le déguerpissement des femmes qui sont installées illégalement dans l'espace public faisait partie aussi des activités du président de l'Assemblée nationale, où la crise économique sévère qui sévit dans le monde entier faisait aussi partie des activités du président Louis Vlavonou. Tous les événements cités, j'avais pensé un instant que ça faisait partie des activités de l'Assemblée nationale. Heureusement que j'ai pris conscience que j'avais en face un politicien qui, bon, en jouant son rôle, veut mélanger tout pour se donner raison. C'est pas ça. Ce n'est pas parce qu'on appartient à un camp que les raisons qui sont valables à ce camp doivent s'imposer à la majorité. Non. Ce n'est pas parce qu'on appartient à l'opposition qu'on devient subitement intelligent plus que tout le monde et que lorsque l'opinion de cette opposition ne passe pas, donc le pays est alors mal géré, alors tout va mal. Non, c'est pas vrai. Ramenons la balle à terre et posons les problèmes, mettons les problèmes qui se posent à nous sur la table, réfléchissons et apportons les bonnes solutions. Car le Bénin est un et indivisible. Qu'on soit de l'opposition, qu'on soit de la mouvance, nous devons tout le temps sauvegarder l'intérêt général et ne pas faire de la récupération politique de tous les événements qui se produisent dans notre pays. Ceci étant, nous retenons avec satisfaction que le rapport d'activité du président Louis Vlavonou a été voté. A été voté par les députés. Les détails d'aller voir au sein de l'hémicycle un groupe de députés qui n'auraient pas voté, ça vient en deuxième phase. Ce qui est essentiel qu'on doit retenir, c'est que le rapport du président Louis Vlavonou est passé. Et quand j'écoute M. Mochor pour les raisons qu'il avance, je me dis simplement que ce n'est que de la pure politique. Car le choix, la vie même c'est un choix. Lorsque le président Vlavonou, qui aujourd'hui est le premier responsable de l'Assemblée nationale et qui a plein de dossiers, il parle des questions orales, questions écrites. Écoutez, je vous rappelle que le parti, les députés du parti l'Union progressiste, le Renouveau, ont aussi posé des questions au gouvernement en demandant par exemple à l'approche de la rentrée quelles sont les dispositions que le gouvernement est en train de prendre pour la rentrée effective des enfants des Béninois qui se retrouvent être dans la partie septentrionale de notre pays, la partie qui est aujourd'hui une proie en quelque sorte aux actes terroristes, et même à des endroits où il y a des catastrophes naturelles, l'inondation et tout ça. Donc, les députés du parti de l'Union progressiste, le Renouveau, aussi, a posé des questions dans l'intérêt du peuple béninois. Ce n'est pas parce que le président Vlavonou a des priorités, doit prendre aussi en compte, et que je le défie de dire qu'il n'est jamais arrivé que des questions posées par les députés de l'opposition n'ont jamais eu un écho favorable pour qu'il y ait tout au moins une disposition pour qu'on puisse leur apporter la réponse nécessaire. Alors je veux dire, lorsque on prend le fait qu'on a des préoccupations qui ne sont pas encore passées, alors qu'on n'est pas à la fin de la législature, pour dire qu'on rejette, c'est parce que c'est un rejet de forme. C'est un rejet de forme, on ne va pas au fond, alors qu'il fallait aller au fond par rapport aux activités qui ont été menées. C'est par rapport à ça
qu'on peut sanctionner. Donc, pour moi, c'est un rejet pour la forme, c'est un rejet pour juste essayer de vouloir montrer au peuple que, bon voilà, c'est nous qui vous défendons. Le peuple n'a pas besoin de spectacle. Le peuple a besoin des actions concrètes, des lois, des propositions de loi qui permettent d'assainir, qui permettent de faire promouvoir les entreprises, qui permettent de renforcer le social. C'est de ça que nous avons besoin. On n'a pas besoin du spectacle, on n'a pas besoin de cette autonomie qui se passe. Monsieur Monthion, à écouter les gens un peu, j'ai fait le tour de quelques médias sur les radios. Beaucoup se demandent le rapport que le président de l'Assemblée nationale présente. C'est bien le rapport de l'activité de tous les députés de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas son rapport simplement à lui. Ce n'est pas ce que le président Flavonou lui seul a fait. C'est ce qui a été initié, sur à quoi, d'ailleurs dans son discours d'introduction, d'ouverture de la session ordinaire, il a relevé, remercié les députés de tous bords pour toutes les activités, tout ce qui a été organisé, tout ce dont l'Assemblée nationale a vécu, c'est la session passée. Est-ce à dire que parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, parce que vous avez des dossiers qui n'avancent pas ou n'ont pas été pris en compte, donc tout ce que le président a présenté, que vos députés ont été acteurs et balayés d'un revers de la main. Est-ce que beaucoup ne comprennent pas exactement? En fait, merci M. Xavier. Vous savez, M. Flavonou a été habitué à une Assemblée nationale, je veux parler de la 8e, qui était sourde, muette et aveugle. Oui, vous l'avez dit. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, nous représentons le peuple abandonné. Les priorités du peuple, ce n'est pas l'embellissement de nos rues. Certes, il faut réformer. Mais réformer, ça ne veut pas dire pénitence. Réformer, c'est espérance. Vous savez, M. Sodjinou, nous sommes jeunes. Sortons de cette politique de griot. Vous savez, les UP, les BR, tels des robots, vous venez pour dérouler, raconter des choses. Mais c'est hallucinant. Je vous dis, on a reçu le rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale le jour même, alors qu'ils avaient convoqué l'ouverture de cette session presque une semaine avant. En quoi on ne peut pas nous transmettre ce dossier? Parce qu'ils étaient habitués à fonctionner comme ça sous la 8e législature. Dans ce rapport, le budget de l'Assemblée nationale, vous l'avez vu comment il a été voté. Nous, on a dit non. Nos députés, tous, ont dit non. On a posé des questions pour améliorer. Non, c'est au pas de charge. Et vous voulez qu'on valide ce rapport-là? Le peuple nous suit. Vous savez, on ne fait pas la politique pour soi-même. On fait la politique pour le peuple. Mais ceux qui se mettent en spectacle, c'est vous. Nous, nous travaillons. D'accord? Et allez à Dassa, allez comment on appelle, à Lejo, allez à Bassila, allez dans le nord du Bénin. On creuse des tranchées pour empêcher les sojaculteurs de circuler librement. C'est quoi le rôle de l'Assemblée nationale? Légiférer, contrôler les actions du gouvernement et non être une caisse de résonance de l'exécutif. Mais ça là, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Malheureusement, nous n'avons pas la majorité. Vous savez, malheureusement, nous n'avons pas la majorité. Si on avait la majorité, on allait faire ce qu'on fait. Mais là, on ne peut pas valider un rapport d'activité qui ne prend pas en compte le ressenti de la population. Parce que vous dites que le président... Oui, mais est-ce que le rapport de l'Assemblée nationale, que ce soit sous cette mandature ou bien la 6e, la 4e, est sur le ressenti des populations, mais sur les activités de l'Assemblée nationale? Les activités de l'Assemblée nationale, c'est quoi? Le contrôle de l'action gouvernementale, par exemple. Oui. On n'est pas dedans. Le peuple ne voit pas qu'on contrôle l'action du gouvernement. Aujourd'hui, le gouvernement va faire des emprunts obligataires et l'Assemblée nationale se lève tel des robots qu'on a programmés pour dire on accepte au bon vouloir du président de venir les informer. C'est ça là que vous voulez qu'on valide? On ne peut pas valider ce rapport-là. L'Assemblée nationale, son rôle, c'est quoi? Il faut se poser la question. Est-ce qu'ils sont dans leur rôle? Les 81 députés nommés. Non, ils ne sont pas dans leur rôle. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Députés nommés s'en foutent. Vous n'êtes pas allé, vous n'êtes pas allé aux mêmes élections qu'eux. Non, vous êtes élus et eux, ils sont nommés. On est élus. Oui. Ils sont nommés, ils le savent. Oui, ils sont nommés. Vous êtes Ils élus. le savent, on est élus. D'accord. Donc, le vrai problème qui se pose, le peuple ne nous a pas envoyés là-bas pour aller cautionner la destruction du vivre ensemble. Ce qui se passe à l'Assemblée nationale et que le président Flavonou essaie de valider, vous savez, je vois en réalité
Le président Vavonou, je vois un petit Ngbeji. Oui, bon, on va pas faire d'attaque personnelle. C'est pas une attaque. 7e législature. Oui. Je vois l'honorable Guy Mitokpe aujourd'hui, notre secrétaire national à la communication, et l'honorable Alagwe, lui prédit son avenir. Que tout ce qu'il est en train de valider, ça va le rattraper. Ça l'a rattrapé. Et bien même, je lui fais un coucou. Mais c'est la même chose que je vois aujourd'hui avec le président Vavonou. C'est-à-dire quoi? Parce qu'ils sont majoritaires, ils veulent imposer tout à la minorité. Mais la démocratie, c'est la protection de la minorité. La démocratie, ce n'est pas la brimade de la majorité. C'est aussi la protection de la minorité. Et tant que l'Assemblée nationale ne va pas se lever et prendre en compte les réalités de la population, le ressenti de la population, nous, nos députés, ne voterons jamais un rapport d'activité qui est en déphasage total avec le vécu des Béninois. Ce n'est pas possible. Pour finir là-dessus, alors si vous ne votez pas, si systématiquement vous ne votez pas le rapport d'activité de l'Assemblée nationale, alors bon, la question qu'on peut se poser, mais pourquoi y participer aux activités alors? Puisque encore une fois, pour que les gens comprennent, ce sont les mêmes activités qui ont été faites au cours de la session. Ce sont ces activités, c'est sur ça que se base suivez-moi bien. Oui. Nous participons aux activités de l'Assemblée nationale. De l'Assemblée nationale parce que nous sommes les représentants du peuple. Nous sommes l'œil, l'oreille et du peuple à l'Assemblée nationale. Bon, comme les autres aussi, on peut le supposer. Vous savez, je ne pense pas. Ah, d'accord. Maintenant, lorsque nous sommes l'œil et l'oreille du peuple à l'Assemblée nationale, nous travaillons, nous participons aux activités. Maintenant, quand on participe aux activités, nous faisons des propositions. Toutes nos propositions, parce qu'ils sont majoritaires, sont rejetées. Ils vont jusqu'à faire du chantage, qu'ils ne veulent pas qu'on ait un gain politique en entrant une loi d'amnistie. La loi d'amnistie est rentrée sous le premier rapport. Oui, là, pour que les gens comprennent, ça c'est les déclarations d'un député hors hémicycle. Ah, oui. Non, ça l'engage, c'est un député. Oui, ça l'engage personnellement. Oui, ça l'engage personnellement. Mais tellement c'est ignoble et inhumain que je ne veux pas prononcer son nom. D'accord, oui. Mais parce que ça, je vous le dis. Mais le vrai problème aujourd'hui, nous participons aux activités. Mais ce n'est pas parce qu'on participe à une activité qu'on va voter. Qu'on valide l'activité. L'activité. Okay. Alors, je crois que c'est une occasion, parce que on fait un débat, c'est pour gagner quelque chose. Et les téléspectateurs qui nous suivent, ça permet de faire un peu la part des choses. C'est inimaginable de savoir des responsables politiques, jusqu'à un certain niveau, qui, je ne sais pas si c'est volontairement, décident de ne pas comprendre la dynamique dans laquelle nous sommes. Parce que j'ai entendu M. Mocho évoquer la question, par exemple, du soja. Alors qu'il a oublié que nous sommes en train d'amorcer un autre modèle économique. Par exemple, la zone GI... La zone économique spéciale de Glodjibé. Où on veut finir avec l'exportation des produits bruts. Et nous voulons faire de la transformation d'abord sur place avant d'exporter pour avoir de la plus-value. Voilà la politique que le gouvernement est en train de mettre en place. Et là, ce que nous produisons chez nous doit être d'abord transformé avant d'être exporté. Et naturellement, lorsque on invite des investisseurs, ce qu'ils n'ont pas fait, parce que quand on parle des démocrates, on ne voit que le pouvoir yahi, on ne voit que ça. Ce qu'eux, ils n'avaient pas pu faire. D'accord? Et aujourd'hui, on invite des investisseurs, il faut rendre le Bénin attrayant. On leur garantit la disponibilité des matières premières, on leur demande de faire des investissements. Et dans le même temps, c'est le gouvernement qui donne les orientations économiques, qui donne les orientations majeures dans un pays. Et nous avons un gouvernement responsable, qui a envie d'inscrire le Bénin parmi les nations les plus avancées de cette planète. Le président Patrice Talon a dit, nous allons révéler le Bénin aux Béninois et au monde entier. Nous voulons désormais que ces produits soient disponibles. Et pour que ça soit disponible, et pour que le coût de production, le coût de ceci, que chaque acteur qui intervienne sur la chaîne de tout cela trouve
leur compte. Voilà ce que le gouvernement est en train de faire. Le gouvernement n'a jamais pris, par exemple, le soja de quelqu'un sans le payer. Il y a un prix, on le fait, et il faut que les produits là soient disponibles pour que le modèle, ce nouveau modèle économique que nous sommes en train de mettre en place puisse prospérer. Et je sais que M. Mocho ne va pas être contre le fait que nous puissions mettre maintenant un autre système qui permet d'ajouter de la plus-value. Je sais qu'au fond de lui-même, il ne peut pas être contre cela. Mais en faisant la politique, j'ai l'impression que les gens regrettent le fait qu'il n'y a plus beaucoup de spectacles, beaucoup de danse, il n'y a plus des députés qui mangent arachides à l'Assemblée nationale, il n'y a plus de débats passe-d'âme à l'Assemblée nationale. Les gens regrettent cela. Alors, nous ne sommes plus à cette époque. Nous sommes à une époque où vous savez que vous représentez le peuple. Et moins de spectacles et des actions. Rien que des actions. Ceci, c'est pour dire, le rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale n'est pas le rapport d'activité du président. C'est le rapport des activités menées par les députés. Et tous les députés, tous bords confondus. Et parce qu'on saisit toute occasion pour faire de vaines polémiques, qu'ils vous souviennent, tout ce qui s'est passé par rapport au vote du budget de l'Assemblée nationale, où les députés démocrates ont fait la politique de la chaise vide. Et ça me fait sourire un peu. Ça me fait pitié et ça me fait sourire. Parce que ils ont fait tout ce spectacle. Ils ont appliqué la politique de la chaise vide. Le budget est voté par l'institution. Mais je parie qu'à partir de fin janvier 2024, vous n'allez pas entendre un député démocrate dire, ben écoutez, parce que nous, on n'a pas été d'accord, alors là, les évoluements qui en découlent là, nous n'allons pas prendre. Ça, ils vont prendre ça en silence. Mais pour faire le spectacle, le yo-yo-yo-yo, pour embrouiller le peuple béninois, ben là, ils sont prêts. Il n'y a pas cette occasion qu'on ne saisit pas pour le faire. Mais heureusement que ceux qui sont en face ne sont pas dupes et ne sont pas venus dans la politique hier. On vous a déjà vu. On vous a déjà vu en action. On sait déjà tout ce que vous pouvez faire. Et donc, les dispositions sont toujours prises à ce que toutes les velléités qui se développent dans votre camp ne puissent pas perturber le peuple béninois à avancer, ne puissent pas perturber des programmes, des projets, des ambitions affichées pour améliorer le cadre de vie. Comment on va dire que le peuple béninois n'a pas besoin de l'embellissement des voies? Quelle est cette histoire? Vous pouvez être pauvre, hein, mais il faut être propre, il faut être bien organisé, de telle enseigne que quand quelqu'un vient chez vous, il vous respecte. Vous pouvez être pauvre et être riche. Assainir le cadre de vie ne peut jamais être quelque chose qu'on va prendre pour dire « Ah ben le gouvernement qui est là, ah, il ne suit pas le peuple. » Et ce n'est même pas soutenable. Lorsque vous pensez, pour avoir été à la même élection, les députés là sont issus de la même élection. Je ne comprends pas, je ne sais même pas comment on peut appeler ça. Vous pensez que alors vos députés, eux, ils sont élus et que les autres sont nommés. C'est du jamais vu. Je vous prie, il faut corriger tout ça. On n'a qu'à travailler pour le développement de notre pays et pour le bien-être de nos populations. Voilà, on va faire un dernier truc là, un dernier échange sur cette question de l'Assemblée nationale. Monsieur Mocho, est-ce que le Parti Les Démocrates, globalement pris, n'est pas quelque peu prisonnier aujourd'hui de toutes les promesses qui ont été faites pendant la campagne? Vous parlez de soja, vous parliez du déguerpissement, vous parlez de beaucoup de choses, mais on le sait tous, vous connaissez la mission de l'Assemblée nationale, c'est voter des lois et contrôler l'action du gouvernement. L'Assemblée nationale n'est pas à l'action, c'est pas l'Assemblée nationale qui... tous ces sujets que vous indexez, c'est du fait du gouvernement. C'est vrai qu'avec une majorité, vous avez une marge de manœuvre, mais aujourd'hui que vous n'êtes pas en position d'infléchir la balance, est-ce que, bon, il ne reste plus que ça, c'est-à-dire, comme vous l'avez dit au début, faire du bruit, en réalité? Au fait, lorsque j'entends que l'Assemblée nationale n'est pas là pour... son rapport n'est pas celui du gouvernement, ça, je rigole. On ne peut rien faire. Le gouvernement ne peut rien faire sans les lois, à moins qu'on soit dans un état voyou, dans un état mafieux.
le gouvernement, dans aucun pays au monde, un gouvernement ne peut rien faire sans son Assemblée nationale. Oui, parce qu'il faut voter les lois. Il faut les lois. Oui. Si ce n'était pas le cas, le président Patrice Talon n'allait pas exclure pour avoir un gouvernement de type nord-coréen, une Assemblée nationale de type nord-coréen sous la 8e législature, qui a fait toutes les lois scélérates, qui a permis d'installer, d'accord, une machine à esclavagiser les Béninois. Vous parlez du soja qu'on veut industrialiser. Quoi? Vous savez qui sont les actionnaires de la CIVIL? Dites au gouvernement de lui donner les noms. Vous savez qui sont ceux qui achètent le soja? C'est l'État qui achète le soja à un prix où il fragilise les producteurs. Vous savez, l'État béninois est partie contentante de tous les traités de la CEDEAO. La libre circulation des personnes et des biens. Le rôle de l'État, ce n'est pas de détruire les voies des sojaculteurs ou des cajuculteurs, mais c'est de leur trouver des partenaires fiables, ceux qui vendent, qui vont vendre pour gagner plus. Pourquoi on ne laisse pas les usines qui ont été créées libres d'aller même acheter leur soja au prix du marché? Pourquoi on ne le fait pas et on impose un prix? Or, à côté tout près, le prix est pratiquement doublé. Maintenant, comment l'Assemblée nationale peut agir là-dessus? L'Assemblée nationale, oui. Ils sont majoritaires, ils auraient pu demander au gouvernement. Nous connaissons le prix du marché. Pourquoi voulez-vous amener vos investisseurs dont vous parlez à appauvrir nos populations? Mais c'est simple, c'est leur rôle de poser cette question au gouvernement. Nous, on l'a fait. Ils n'ont pas répondu. Ils n'ont pas répondu, bien leurs réponses ne vous ont pas contenté. Et ils n'ont pas répondu. Tout comme sur les dialysés, ils n'ont pas répondu. C'est le rôle de l'Assemblée nationale de contrôler. Mais nous sommes minoritaires. Mais ceux qui sont majoritaires, ce ne sont pas des humains. Ils ne voient pas la souffrance des populations. Il faudrait qu'on se dise la vérité. Vous savez, nous, à notre âge, on ne doit plus tomber dans ce jeu-là. Patrice Talon, le président Patrice Talon, tout le monde sait, le capitalisme qu'il est en train de mener au Bénin, c'est un capitalisme destructeur qui ne profite qu'à lui et à son clan. Ne comparez pas de choses incomparables. Ne comparez pas le président Yahi Boni au président Talon. Vous savez, c'est le jour et la nuit. Le social dans un État ne fait pas de bénéfices. Un État est social. D'accord? Parce que nous travaillons pour un Bénin qui est un pays de transit. Qu'est-ce que vous voulez vendre? À qui? Les cris sont là. On se barricade. Le Bénin n'est pas une île pour qu'on creuse des tranchées tout autour. Et posez-vous la question à vos députés. Quand ils se mirent, qu'est-ce qu'ils voient? Je ne pense pas qu'ils voient des humains. Ils voient pratiquement peut-être des hommes avec des cornes. Parce que ce qui se passe dans nos contrées, c'est invivable. Et c'est le rôle de l'Assemblée nationale de rapporter à l'État de dire non, stop. Quand on va faire des emprunts obligataires, Patrice Talon le fait en son nom? Pas du tout. Quand il va quitter le pouvoir, vous allez voir ce qui va se passer. La dette colossale qu'on va laisser au Bénin. Mais qui va payer? C'est pas Patrice Talon. C'est le peuple qui va le payer. Donc il faudrait que vous soyez quand même raisonnable quand vous parlez. On n'est pas là pour faire du spectacle. On est là pour travailler pour le Bénin. Vous savez, en fait, je prends du plaisir parce que c'est pas la première fois que le bord du parti Les Démocrates fait du bruit comme ça, mais qui n'est assis sur rien, je vous en prie. Parce que je sais que si je pose la question à M. Mocho, est-il fier de voir sur le marché, par exemple, américain ou en dehors du Bénin, une serviette imprimée made in Bénin? Ça a toujours existé. Est-ce qu'il Côté va toujours exister. Et c'est Patrice Talon qui l'a racheté. C'est mon temps de prise de parole, je vous en prie. Je te dis, je te réponds. Oui, bon. Côté va toujours exister. J'en ai acheté en France. Patrice Talon l'a racheté. Il faut pas me... À un prix qu'il a fixé lui-même. Donc, il faudrait qu'on se dise la vérité. S'il le permet, je vais parler. Allez-y, allez-y. Alors donc, si on lui demande s'il est fier, en dehors du Bénin, de voir des gens d'autres pays porter des t-shirts, utiliser des serviettes made in Bénin, je suis sûr qu'il répondra « Ah oui, je suis fier, je suis béninois ». Il ne va pas dire qu'entre-temps, au moment où le président Patrice Talon faisait toutes ces actions courageusement, qu'il était l'un de ceux qui veulent le décourager. Comment vous voulez arriver à une période de votre vie où vous vous sentez à l'aise sans passer par la souffrance?
vous devez consentir des efforts, vous devez travailler dur pour pouvoir aspirer à un mieux-être plus tard. Aujourd'hui, les choses sont en train de se mettre en œuvre. Et des responsables politiques, normalement, devraient se mettre dans la posture d'encourager ce vaillant peuple béninois. Le peuple béninois est à saluer. Et ça permet au pays, désormais, de se faire respecter. Notre pays est résilient par rapport aux chocs exogènes, par rapport aux crises qui arrivent. Le Bénin s'en sort toujours triomphant. Vous devez saluer cela. Lorsque vous évoquez des questions qui ont trait à la gouvernance, alors que nous sommes en train de parler du Parlement, j'ai l'impression que tout ce que la bonne foi et la communication autour des actions de gouvernement ne vous touche pas du tout. Ou vous le faites peut-être de mauvaise foi et envie de peindre tout en noir. Alors, je voudrais vous rassurer. Oui, Talon n'est pas comparé à Yahi. C'est le jour et la nuit. Mais vous savez, entre les deux, c'est Talon qui est le jour. C'est la lumière. C'est un monsieur que tout le monde reconnaît, son sérieux, ses ambitions affichées, et le Bénin se transforme. Lorsque vous évoquez la question des dialysés, nous n'avons pas, nous ne nous inscrivons pas au Bénin, nous ne nous inscrivons plus au Bénin dans des gestions sociales au pifomètre. Tout s'examine. On pose le diagnostic, on fait des projections et on déroule le plan. Et c'est pour ça que nous avons un programme d'action de gouvernement. Nous avons l'Arche, par exemple. Nous avons beaucoup de mesures sociales qui permettent aux Béninois, même si aujourd'hui, ils ne sont pas dans la plénitude de toutes les mesures qui sont en train d'être prises par le gouvernement, de permettre d'avoir espoir, qu'il y a espoir. Lorsque vous avez espoir et que vous travaillez, il n'y a rien à faire. Vous bénéficiez des fruits de votre travail. Et pour finir, j'ai senti une peur en vous par rapport à la notion de la dette. Vous savez, pourquoi la dette peut vous faire peur au moment où cette dette-là, vous voyez de vous-même ce que ça réalise. Depuis toujours, on a entendu parler de milliards. Les populations entendaient parler de milliards à la radio et à la télé, dans les presses. Mais on ne voit pas ce que ça fait. Sur Yahi, on a entendu, il y a table ronde par ici, 6 000 milliards. Écoutez, est-ce que même sous ce régime-là, on a pu faire une mobilisation de recettes dans ce pays-là qui peut même franchir les caps de 600 milliards? Mais vous avez quelqu'un aujourd'hui qui vous prouve que ce n'est pas du tout la même chose, c'est le jour et la nuit. Laissez la politique, venez, rejoignez juste le camp, restons et maintenons le cap pour faire avancer notre pays. Je vous inviterai prochainement pour faire la comparaison entre les gestions Boni Yahi et on ne peut pas comparer, c'est incomparable. Oui, on fera le débat, je vous le promets. Là, c'était sur la question du rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale. Nous allons migrer très rapidement vers le second sujet de ce duel de dimanche politique pour parler du Niger. L'inauguration de ce pipeline Niger-Bénin par le Premier ministre nigérien, un projet qui devrait, disons, quelque peu changer, disons, on va dire, en tout cas c'est les espoirs placés en ce programme, accroître les revenus conséquemment du Niger et pour s'adapter quelque peu à la montée en puissance de sa production pétrolière. Un projet qui sort par le port de Sémékraké du côté du Bénin. En même temps, au Bénin, aujourd'hui même, ce week-end même, étaient formés ceux qui doivent assurer la sécurité de ce pipeline depuis le nord de notre pays jusqu'à Sémékraké. Ces deux cérémonies étant quelque peu, disons, gérées par la partie chinoise qui est le principal investisseur de ce projet. Alors, j'ai envie de demander à mes deux invités. On sait qu'il y a des tensions politiques inhérentes au coup d'État au Niger. Avec cet événement, on a l'impression quelque peu que l'économie prend le pas sur les tensions politiques, même si chacun fait ça de son côté. Mais ce qu'on peut
sentir de ce qui a été fait, c'est qu'il n'y a plus de remise en cause de ce projet, comme on a eu à l'entendre au début de cette crise. Donc au final, comme les Anglais le disent, business as usual. Je vous pose la question. Merci Xavier. Xavier, l'inauguration du pipeline, c'est en l'absence du Bénin. Oui. Vous êtes au courant de ça? Oui, je l'ai dit. Pourtant, le pipeline traverse le Bénin du nord au sud. Et jamais il n'a eu à prononcer le nom Bénin dans leur discours. C'est un échec diplomatique pour notre pays. Comment voulez-vous être un voisin fiable avec des méthodes guerrières? Comment voulez-vous être un voisin à qui on a confiance en faisant passer sa richesse sur votre territoire, en fermant la frontière de ce pays-là, qui n'a ni accès à la mer, ni ailleurs, parce que le pays le plus proche, c'est le Bénin. Comment voulez-vous qu'un pays comme le Niger, qui a décidé souverainement de changer les choses politiques chez eux, vous levez et notre pays, le président Talon, qui n'a jamais respecté une décision de la CEDEAO, toutes les décisions de la CEDEAO ont été balayées d'une main, du revers de main. Mais aujourd'hui, se trouve la vertu de respecter cette décision, de fermer une frontière. Comment on peut être fiable et hostile? Et comment on peut être fiable et travailler avec ses voisins les plus proches qui ont le plus besoin de notre port en ayant de ce genre de comportement? Vous savez, ce qui se passe au Niger, c'est certes, ces relations, elle est dramatique. Le Bénin se retrouve aujourd'hui être pratiquement sur la scène sous-régionale, isolé. Avant, le Nigeria avait fermé ses frontières. Ça dit que c'est des premières pour nous chaque fois. Vous savez, la diplomatie béninoise. Bon, la fermeture des frontières du Nigeria, ce n'est pas une première, c'est déjà arrivé avant. C'est arrivé, mais débloqué très rapidement par le président Yahi, dont tout le monde reconnaît ce côté d'aller régler les problèmes. Malgré ce problème qui se pose, le Bénin se lève, prive le Niger de produits de première nécessité de médicaments. Le Bénin prive le Niger de toutes ses importations de froid. Et vous trouvez normal que le Niger veuille continuer. Certes. Oui, mais ce qu'on retient, c'est le sens de la question, ce qu'on retient, c'est que malgré toutes ces crispations, en réalité, le Niger ne change rien à ça, au projet. Le Niger ne change rien au projet, mais le Niger, par ses actions, contraint le Bénin à accepter ce qui se passe chez eux. C'est ça que vous devez retenir en réalité. Le Bénin est un pays de transit. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. On le sait. Donc, ça veut dire quoi? Nos ressources douanières et fiscales, le premier partenaire, c'est le Niger. Donc, nous avons besoin de ça. Ok, je ne sais pas. Peut-être que le président Patrice Talon est un magicien. On va faire encore des emprunts obligataires. Le budget est là, hein, mais c'est un budget où s'il manque 600 milliards qu'apporte le Niger, si on ajoute à ça ce que le brut va apporter au Bénin, si on enlève ça du budget, ça veut dire qu'il faut trouver ça quelque part. Oui, bon, ce brut n'a encore rien apporté au budget national. Non. Oui. Vous savez, la construction du pipeline, c'est de l'emploi. Oui, on est d'accord. C'est de l'argent qui rentre. Oui. C'est des dépenses qui vont augmenter, parce que la TVA va être perçue sur tout ce que les gens consomment. Exactement, oui. C'est le port qui prend tout le matériel nécessaire que la CNPC a investi pour pouvoir faire ce droit de transit. Oui. Mais aujourd'hui, c'est un manque à gagner pour le Bénin. Au même moment, le Togo, qui n'a pas de frontière avec le Niger, devient aujourd'hui le partenaire privilégié du Niger. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on se pose des questions. Ah oui, donc le pipeline passe par le Togo maintenant? Le pipeline ne passe pas par le Togo, mais les importations du Niger aujourd'hui passent tous par le port du Togo. Donc ça veut dire qu'il y a un problème à se poser. Le manque en gaillé, on va le trouver où? On va pressuriser la population. Allez voir le budget qui va être voté là.
c'est des tasses à ne pas en finir. Prenez le budget, vous êtes des journalistes, prenez le budget, décortiquez-le, amenez les spécialistes en loi de finances qui vous décortiquent le budget. C'est des tasses à ne pas en finir. Bon, au même moment, de toute façon, le salaire de la ménagère ne s'améliore pas, le salaire des aspirants ne s'améliore pas, on est en train d'esclavagiser toute la population, mais pour dire qu'on veut révéler qui? On veut révéler des morts? Non, il faudrait qu'on se dise certaines vérités. C'est un échec diplomatique et le président du parti Talon doit prendre ses responsabilités. Mais s'il est incapable, vous savez, qu'il fasse appel à Yahya Boni. Yahya Boni est capable de lui régler tous ces problèmes-là. Il est capable de le faire. Si je savais que M. Mocho allait énoncer autant d'incongruités, j'allais peut-être avoir un cahier noté pour pouvoir répondre mot à mot, quoi. Parce que lorsque vous êtes en rapport avec quelqu'un qui vous désavoue, en principe, si vous ne trouvez pas en cette personne une raison valable, vous pouvez remettre en cause tout ce que vous aviez avec lui. Oui, je crois, il y a la population qui ne comprend pas les tenants et les aboutissants de la position de la CEDEAO, dont le Bénin fait partie, dont le Niger aussi fait partie, et aussi une partie quand même des membres du parti, les démocrates. C'est dommage. Mais je pense qu'ils le font, hein, pas mauvaise foi, ils comprennent. Donc, il avait été vraiment agité dans l'opinion nationale et même voire internationale que puisque le Bénin respecte les décisions de la CEDEAO par rapport à cette situation malheureuse qui est arrivée dans ce pays, parce qu'aujourd'hui ça s'est amélioré un peu. Je crois qu'ils ont pris des engagements vis-à-vis de la CEDEAO pour conduire une transition. Donc aujourd'hui déjà on parle avec eux. Sinon au départ ils avaient fait un blackout. Ils se sont comportés comme exactement ce que le Premier ministre a fait lors de l'inauguration de ce grand projet. Tu sais très bien que ce projet que tu es en train de lancer sur ton territoire a besoin d'un autre territoire avant d'aboutir. Mais puisqu'ils sont dans une posture de faire la guerre contre des gens qui les invitent à aller dans la bonne direction, il n'a pas pu prononcer le mot Bénin. Lorsque vous avez l'ombre du noir, vous avez l'ombre du diable sur vous, vous ne pouvez pas appeler le Saint-Esprit. C'est impossible. Même s'il voulait, il ne pouvait pas. Mais le Bénin est sorti gagnant. Gagnant et victorieux de ce que les gens racontaient. Ah, que le projet de pipeline, c'est fini ça. Vous voyez, maintenant on a perdu ça. Mes chères populations, ayez confiance en vos gouvernants actuels. Ce n'est pas des gens qui font du folklore, c'est des gens qui travaillent. Et même si tu es contre eux, tu vois la pertinence de ce qu'ils sont en train de faire, il vaut mieux continuer avec eux. Et c'est ce qui se passe. Finalement, il est de notoriété publique que ce projet qui avait commencé avec le président Bazoum va continuer. Et le Bénin va bénéficier de tout ce que ils se sont, en fait, de tout ce qui pouvait découler, hein, de ce passage de pays transit, comme M. Mocho est en train de dire. Donc, malgré la fermeté de la CEDEAO, dont le Bénin, en tant que parti de la CEDEAO, fait montre vis-à-vis de ces putschistes, cela n'a pas empêché les putschistes de voir que le Bénin vraiment est un pays qui se respecte, qui respecte les contrats, qui respecte les traités, et donc est en train d'exécuter ce projet. Mais je m'en voudrais, avant de laisser, voilà, de rappeler à M. Mocho que lorsqu'il demande au président Patrice Talon s'il ne peut pas régler certains problèmes, de faire appel au président Yahya Boni, je voudrais l'inviter à quitter ce schéma-là. Puisqu'il disait tout à l'heure que nous, les jeunes, on ne devrait pas rester dans ce schéma. Le Bénin ne se résume pas à Talon Yahya. Nous voyons juste les actions que pose Talon. Et nous ne sommes pas amnésiques. Nous nous rappelons des actions que le président Yahya avait posées. Pour le président Yahya et pour vous qui le supportez aujourd'hui, le Bénin était le 31e État du Nigeria.
C'est quoi ça? Comment le Bénin peut être le 31e État du Nigeria? Même si nous sommes petits, nous sommes nous-mêmes. Et donc, on règle nos problèmes tout en respectant notre vis-à-vis, mais on demande à notre vis-à-vis aussi de nous respecter. C'est le Bénin de Patrice Talon. C'est le Bénin qu'on est en train de révéler ça. Ce n'est pas ce que vous avez envie, parce que j'ai l'impression que votre souhait, vous avez envie de transformer votre souhait dans des faits. Non, un souhait ne peut pas se transformer en même temps dans les faits. Sauf si c'était un vœu pieux. Ça peut se réaliser. Mais lorsque c'est des mauvais desseins, lorsque vous êtes béninois, mais tout ce que vous voulez, c'est le déluge. Tout ce que vous voulez, c'est que le pays sombre. Tout ce que vous voulez, c'est que le pays échoue. Rassurez-vous, cela ne viendra pas. Isaïe 7.7. C'est bon. On est dimanche, bon, ça tombe bien. Dernière prise de parole. Est-ce que cette on va dire, cette position, cette inauguration, parce que ce qu'on sait, il faudra encore quelques temps avant que le projet ne soit, en tout cas, que le premier baril coule, parce qu'il y a encore des travaux en cours. Mais est-ce que cet événement survenu au Niger, avec des bruits qui laissent entendre que le Niger est en train d'enlever son dispositif à la frontière de Malanville, à notre frontière nord, est-ce que, en réalité, comme beaucoup de demandent au Niger, est-ce que ce ne sont pas des gages que le Niger est en train d'envoyer, pas non seulement au Bénin, mais à toute la communauté, à la CEDEAO, pour quelque peu trouver une bonne fois pour toutes une porte de sortie? Monsieur Soudjinou, vous savez, j'ai fait 13 ans à Total Fina Elf. C'est le leader mondial du brut, de l'énergie. D'accord? Les contraintes qu'ils vont imposer au Bénin, vous et moi, vous ne sommes pas au courant. Donc, arrêtez de vous réjouir. Le Niger est un État souverain. La CEDEAO ne peut rien lui imposer, comme Talon a demandé à son ministre, son ancien président de la Cour constitutionnelle, de faire des lois pour annuler toutes les décisions de la CEDEAO. Vous savez, le Niger est en train de mettre aujourd'hui au pas le Bénin. Et pour que ce pipeline, le premier baril, puisse apparaître, Talon ne serait plus au pouvoir. Je vous parie. Je vous défie que Talon soit au pouvoir en 2026 pour voir le premier baril passer par ce pipeline-là. Et ce n'est pas qu'ils n'ont pas une autre alternative. Il y avait sur le truc, il y avait deux options. Parce que le Niger est producteur de gaz, le Niger est producteur de brut. Ils n'ont pas décidé, c'est-à-dire qu'ils ont décidé de ne pas faire passer le gazoduc et le pipeline par le même pays pour des raisons stratégiques. Parce que si ce pays, comme l'est notre pays, est hostile à son développement et décide de bloquer, de fermer les vannes, il se retrouve en problème. C'est ça le Niger. Oui, bon, en même temps, les vannes, c'est de l'autre côté. Il n'y a pas de vannes sur... Il y a des vannes qui rentrent. Oui, qui rentrent, mais bon, on ouvre ça là-bas. Non. Et ça sort ici. Non, c'est pas comme ça. Ah, c'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Le Bénin aussi a... Le brut ne peut pas rester dans le pipeline éternellement. Ça explose, parce que ça vient sous pression. Donc il faut que ça puisse être écoulé. Oui. Et que les supertankers qui viennent le récupérer au port de Semenkoudi la puissent le prendre. Oui. Mais, attendez, arrêtez de dire ce que vous êtes en train de dire. Ce qui se passe aujourd'hui n'est pas bien pour le Bénin. Nous sommes jeunes, toi tu viens de le dire. Vous savez, c'est nos gouvernants qui doivent comprendre que la dynamique aujourd'hui sur le marché, c'est qu'il y a d'autres intervenants, comme la Russie, comme la Turquie, comme la Chine, aujourd'hui qui rivalisent aujourd'hui avec les États-Unis et la France. Donc le Niger a d'autres partenaires aujourd'hui. D'ailleurs, sur ce projet précis, l'investisseur, c'est le Chinois. Voilà, c'est la Chine. Donc les Chinois passent déjà par le Cameroun. Les Chinois peuvent passer par l'Algérie, c'est-à-dire que la Russie, ça peut coûter encore des milliards, mais ils sont capables de le faire. Donc s'ils continuent par respect, c'est parce qu'ils ont du respect. Le Bénin est un pays frère. Les Nigériens et les Béninois sont des pays frères. Donc ils ne veulent pas priver le Bénin, leurs frères, de cette manne qu'ils auront. Mais ne les imposez pas de faire ce que nous on veut. Parce que est-ce que vous voulez qu'on impose quelque chose au Bénin? Non. Quand on parle, il faudrait qu'on ait un peu de retenue, qu'on ait un peu de la jugeote pour se dire, sortons de la politique. Vous savez, nous ne sommes pas des griots. Arrêtez d'être des griots au niveau de la mouvance. Parce que même Patrice Talon, des fois, quand ils vous écoutent, ils rigolent, ils disent, mais ils n'ont rien compris de ce qui se passe. Demandez-vous, qui sont les investisseurs pour construire le pipeline du côté du Bénin?
Allez vous poser des questions. Lorsque le diable vous poursuit, vous savez, lorsqu'on paie 600 milliards, on court. On se plie en quatre. Donc il y a des réalités que vous n'êtes pas au courant. Et je vous parle en tant que connaisseur, en tant qu'ayant exécuté dans le problème du brut, durant près de 12 ans. À Totalpina, je ne suis pas resté au Bénin, je suis resté au siège en France. Donc je sais de quoi je parle et c'est comme ça que ça se fait. Il va falloir que vous appreniez un peu. Allez voir ceux qui sont chargés de ça, allez dire combien ça rapporte au Bénin. Posez-leur la question, tout simplement. Voilà, on va finir là-dessus. Malgré vos 13 ans au siège de Total Énergie, je veux bien vous apprendre que ce n'était pas le Bénin seul qui avait sollicité le passage du pipeline. Hein? Je crois que même au dernier round, il y avait le Nigeria et le Bénin. Et heureusement, nous avons un président qui était un homme d'affaires, donc qui sait comment on défend un dossier, et finalement le Bénin l'a obtenu. Ça ne suffit pas. Je voudrais que dans cette affaire, j'insiste, que le fait que le Bénin, malgré la position de la CEDEAO, je ne dis pas la position du Bénin, le Bénin n'a aucun problème avec le Niger. Aucun. Sauf que nous sommes dans la démocratie, nous sommes pères de la démocratie dans la sous-région et nous ne pouvons pas nous taire lorsque la démocratie est en danger ailleurs. Et le Bénin n'a jamais déclaré la guerre au Niger. C'est plutôt ceux qui sont arrivés par la force au pouvoir qui voulaient nécessairement que le Bénin puisse se rendre complice de quelque chose que nous n'acceptons plus, ce qui ne se trouve plus sur nos gènes. Nous ne concevons plus ça. Nous sommes des démocrates. C'est d'ailleurs pour ça que dans notre pays, il y a les démocrates qui sont là, libres de dire tout ce qu'ils pensent, libres de faire leurs activités politiques, libres de vaquer même à leurs occupations professionnelles. Alors, ça nous offre une porte de sortie. Ce sur quoi je voulais aboutir en parlant ainsi, c'est que le fait que le Bénin n'ait pas perdu ce projet prouve que le Bénin est dans la bonne voie. Prouve que le Bénin est dans une position rationnelle, logique, et qui ne veut que le bonheur du peuple nigérien, du peuple frère nigérien. Nous sommes des peuples frères, nous devons respecter les valeurs, nous devons faire de la bonne gouvernance notre cheval de bataille. Voilà. Nous devons promouvoir la démocratie, promouvoir les droits de l'homme dans nos pays. Voilà, merci. On est obligé d'arrêter là. Merci Augustin Sogino. Je rappelle que vous représentez ce plateau de l'Union progressiste, le Renouveau. En face, Moïse Monchon, merci beaucoup. En espérant vous retrouver d'autres fois sur notre plateau. Vous êtes partis les démocrates. Gardez le micro. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. À ma suite, vous allez retrouver Angèle Togoula pour l'hebdo des éditorialistes.